Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du lundi 20 mai 2019 et c'est la victoire des M&M's, comprenez donc Modi en Inde qui devrait donc remporter les élections après donc 6 semaines de scrutin, et puis Scott Morrison qui remporte aussi avec surprise donc les élections en Australie. Le Premier ministre conservateur garde donc sa place dans un contexte où vous voyez il y a quelques prises de bénéfices sur les bourses sans grande inquiétude, mais c'est véritablement la victoire de Modi qui retient l'attention ce matin donc en Inde, et vous voyez que la bourse donc indienne, qui est déjà pas mal montée et qui est pas loin de ses plus hauts historiques, eh bien salue cette élection, même si les résultats définitifs ne seront publiés que jeudi. À noter aussi, et c'est le chiffre du jour, eh bien finalement c'est la croissance au Japon qui revient pour le deuxième trimestre consécutif. Donc le PIB japonais a monté de 2,1% sur le premier trimestre 2019, mais il faut se méfier de ces chiffres et ça va donner en fait de l'élan certainement donc au Premier ministre Shinzo Abe pour pouvoir lancer sa réforme sur la hausse de la TVA promise donc pour après l'été. Voilà donc un chiffre surprenant au Japon. On verra si celui-ci est confirmé dans les prochaines semaines. Alors bien entendu, nous sommes à une semaine de l'élection européenne. Alors vous voyez que l'euro est au plus bas de l'année contre le dollar en particulier. Pas mal d'incertitudes. Vous savez que aussi la campagne se durcit en France, notamment entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc tout au long de la semaine, nous reviendrons sur ce dossier, en particulier donc au point de vue donc des marchés financiers. Mais vous voyez que sur l'euro-dollar, on pourrait, selon certains analystes, toucher donc les indices au dollar contre euro si le scrutin finalement donne plus de pouvoir au populisme au niveau de l'Assemblée. Autre nouvelle aussi au niveau des devises, vous voyez que pour le moment il y a un peu d'apaisement au niveau de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais l'arme monétaire semble être aussi favorisée par les autorités chinoises, puisque vous voyez que là c'est donc ce qu'on appelle le yuan, le renminbi chinois. Il s'est affaibli depuis la montée récente des tensions. On n'est pas loin donc des 7 yuan pour $1, et le graphique d'en bas démontre que finalement en termes de poids donc au niveau des échanges mondiaux, la Chine a donc rattrapé les États-Unis, démontrant finalement que cette guerre commerciale n'est pas qu'une guerre, on va dire un traité commercial, mais bien une histoire de suprématie. Et d'ailleurs sur ce dossier, il y a une excellente analyse qui est faite par The Economist dans le numéro de cette semaine, à lire si vous vous intéressez au sujet. Alors je ne résiste pas bien entendu à l'envie de montrer le dessin de Cal aussi dans The Economist concernant la guerre commerciale et les agitations éventuelles de Donald Trump que certains pourront voir justifier, puisque aux États-Unis, pour la petite histoire, les démocrates soutiennent complètement l'activité actuelle de Donald Trump vis-à-vis de la Chine. Venons-en au bref maintenant. Alors d'abord, bien entendu, c'est encore un dossier qui retient l'attention de la presse spécialisée, puisque Bayer, vous voyez, est au plus bas depuis 5 ans. Véritablement, c'est le dossier Monsanto qui pose problème, puisque ça a augmenté largement l'endettement du groupe allemand. Alors, quelle va être la suite? Pour le moment, les investisseurs essaient de pousser via les fonds activistes à une scission de la division santé donc du groupe allemand, mais le management actuel s'y oppose. Vous voyez que on est véritablement dans une spirale négative pour ce groupe, et on verra quelle en est la suite. Est-ce que c'est une opportunité d'achat? C'est pas sûr, parce qu'il y a encore pas mal de développement par rapport au procès, différents procès qui liment donc Monsanto. Donc il faut toujours avoir un œil sur Bayer, qui peut être intéressant à moyen terme, mais c'est pas encore le cas. Beaucoup plus intéressant, on en avait déjà parlé, nous avons fait aussi de nombreuses produits, solutions vis-à-vis donc de Total, qui est véritablement donc le fer de lance pétrolier au niveau français. Vous voyez que Total offre encore un rendement sur dividende de 5% malgré sa remontée de la semaine dernière, et le groupe est aussi bien placé pour les nouvelles énergies. Donc véritablement Total, toujours une très bonne valeur de fonds de portefeuille à favoriser soit en direct, soit via des solutions structurées qui sont nombreuses, bien entendu, sur le groupe pétrolier français.
Alors, on a eu aussi vendredi les résultats de Richemont. Vous savez que Richemont, alors essentiellement, c'est beaucoup de marques de luxe, mais c'est essentiellement Cartier et Van Cleef & Arpels, et aussi, eh bien, sur le net, donc la fusion qui avait été annoncée il y a maintenant 18 mois entre Net-à-Porter et Yoox. Alors, véritablement, le groupe Richemont, ce groupe suisse, a l'intention de monter en puissance sur ses ventes en ligne, sur ses ventes, que ce soit donc pour le prêt-à-porter, mais aussi pour tout ce qui est donc luxe. La rentabilité en pâtit donc à court terme, comme on le voit sur le petit graphique donc en haut à gauche, mais enfin le groupe suisse est véritablement confiant sur sa capacité à devenir un groupe majeur sur le luxe, à la fois par donc une stratégie omnicanale, bien entendu les magasins qui restent Cartier, Van Cleef & Arpels qui continuent à se développer, mais aussi les autres marques, mais et aussi donc sur le internet, notamment avec un accord assez ample avec Alibaba, donc l'un des leaders du e-commerce, mais on n'a pas encore bien entendu les détails. Vous voyez que la bourse a plutôt apprécié ses perspectives, puisque l'action Richemont, qui est quand même assez basse par rapport aux autres valeurs du luxe, a remonté de près de 3% vendredi. Donc Richemont, une valeur à regarder de près, surtout dans les prochains trimestres. Voilà donc pour l'essentiel. Alors avant de terminer ce Morning Co, un petit focus culturel sur 2 livres intéressants. D'abord, l'excellent 15e livre de David Fokinos, Vers la beauté, qui est sorti en livre de poche, donc il est beaucoup plus accessible. C'est vraiment une belle histoire qui est racontée donc par l'auteur français. Et puis aussi un coup de gueule assez intéressant de cette philosophe, donc Eliette Abécassis, qui a écrit donc L'envie d'y croire, journal d'une époque sans foi, qui décrit que dans cette société où nous sommes happés par l'hyper-individualisme, par les GAFA, par notre téléphone portable, eh bien, il est important de resituer l'homme, avec un grand H bien entendu, et aussi bien entendu croire en l'homme, croire tout simplement pour pouvoir de nouveau vivre avec bonheur. Donc voilà, un beau livre, une belle perspective mise en place par Eliette Abécassis, qui véritablement veut y croire pour la suite de l'humanité, malgré bien entendu cette société qui perd un peu pied avec notamment son hyper-individualisme. Nous sommes contre ça. Vous savez que notre credo, c'est d'être solidaire. Alors on termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de l'excellent José Arthur, qui a notamment dit « L'amour éternel relève du hasard ou de la mort prématurée ». Passez une excellente semaine, ayons la pêche, et puis à demain sur le Morning Echo.